France aussi. On a vu se développer récemment, ça c'est à Rodez. Rodez dans l'Aveyron. Eh bien maintenant nous avons une Occitan Pride. Une Occitan Pride ce samedi à Rodez. Les défenseurs aveyronnais de la langue occitane, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le site internet de France 3 Région Midi-Pyrénées. Les défenseurs aveyronnais de la langue occitane organisent un rassemblement à Rodez le 20 avril 2013, c'était il y a un mois, même pas, dans un contexte particulier après le refus du gouvernement de ratifier la Charte européenne sur les langues régionales. C'est écrit, je lis ce qui est marqué. Et donc, pour défendre la langue occitane, ils organisent une Occitan Pride. Les Bretons have a dream, freedom. I have a dream. Ça, ce sont les cartes postales que l'on trouve maintenant en vente en Bretagne. Évidemment, ils ne parlent pas le breton. Je le sais, je suis en partie breton. Ils parlent la langue qu'on leur enseigne à l'école, ou qu'on leur enseigne, plus exactement, de façon subliminale, constante, puisqu'il suffit de mettre la télévision, ou la télévision en France, 90% des films ou des séries sont hollywoodiennes, sont américaines. Je signale au passage que notre programme, nous disons que nous ne sommes pas du tout dans un processus de mondialisation. Nous sommes dans un processus d'américanisation. Dans notre programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011, nous sommes favorables, non pas à la mondialisation, mais à un concept très français qui est l'accès à l'universel. Où les cultures sont universelles. Nous, je l'ai précisé d'ailleurs en matière culturelle, je fais cette petite incidente. Nous aimerions que l'on voit la télévision française, d'abord des vieux films français des années 30 ou des années 50, on a un immense patrimoine cinématographique, mais qu'on voit aussi des films italiens, on n'en voit jamais. Des films allemands, jamais. Des films espagnols, je dis maintenant il n'y en a pratiquement plus, mais des films de Carlos Saura en Espagne, de Dino Risi en Italie, de Werner Herzog en Allemagne, des films des années 60, 70, 80, jamais ne sont diffusés sur les télévisions françaises. Alors certains disent, mais si, il y a Arte, oui, Arte à 23h58, il y a effectivement 10 000 personnes qui regardent ça. Moi, ce dont je parle, c'est TF1 20h30. Et alors, on ne voit jamais de films russes, jamais de films japonais. Kurosawa, Ozu, des très grands réalisateurs, jamais. On ne voit jamais de film du plus grand producteur mondial de films qui est l'Inde. Je ne dis pas qu'il faudrait voir des films de Bollywood toute la journée, c'est vrai que ça serait un petit peu lassant pour le public français. Mais de là à n'en voir jamais. Il y a quelques films, moi j'en ai offert à mes enfants, un film formidable qui s'appelle Jodha Akbar, ça se passe sous la période moghole. C'est un film merveilleux, c'est un peu comme Cécile B2000, c'est un film pas un peu éplum, mais ça se passe, il y a des milliers de figurants, c'est formidable, jamais. J'ai signalé, il y a quelques semaines, s'est tenu le festival panafricain du film de Ouagadougou, où il y a en gros 70% des films qui sont présentés sont en français d'ailleurs. Il n'y a pas un mot dans tous les médias français, rien. En revanche, quand il y a le festival du film américain de Deauville, alors là on parle que de ça. D'ailleurs, le film qui a été primé, qui a eu l'étalon d'or de Yenenga à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, c'est un film qui a été fait par un franco-sénégalais. Mais pas un seul, il n'y a que nous qui en parlons. Il y a aussi tout un cinéma africain, un cinéma latino-américain qu'il faut développer. Donc je ferme ici cette parenthèse pour bien montrer que l'Union européenne, la construction européenne ne nous ouvre pas du tout sur le monde, elle nous coupe du monde. Elle nous enferme dans une dictature culturelle de soft power totalement washingtonien, washingtono-hollywoodien. Et nous passons à côté de toutes les cultures du monde. Je n'ai pas parlé de films du monde arabe, mais par exemple Youssef Chahine, des films des années 60, 70, égyptiens, il y a des trucs extraordinaires aussi. Alors je reviens à mes Bretons, they have a dream, freedom. Là, c'est des t-shirts, Brace Atao, freedom for our countries. D'ailleurs, il y a même une faute en anglais, vous voyez. For our countries. Vous voyez ici, le F est avec le drapeau breton.
Le R est avec le drapeau du Pays Basque, le E avec le drapeau de la Catalogne, le deuxième E avec le drapeau de la Corse, le D avec le drapeau de Cymru, de Pays de Galles, le O avec le drapeau écossais qui va demander son indépendance en 2014, comme d'ailleurs le E de la Catalogne, et puis le M qui est avec le drapeau irlandais. Voilà ce que l'on trouve quand même en commercialisation en France. Freedom for our countries. On met en regard en France l'indépendance de la Bretagne avec l'indépendance du Tibet. Mais les Tibétains, eh bien c'est comme tout le monde. Ils revendiquent leur indépendance en américain. Tibetans have no voice in Tibet. China stole my land, my voice, my freedom. Je reviens à la Catalogne. Le problème de tout ceci, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Et que nous allons peut-être nous orienter vers une nouvelle guerre civile espagnole. Certains officiers supérieurs espagnols relayés par des politiques ont mis en garde pour contrer l'indépendance de la Catalogne. Le colonel Francisco Alamán Castro, par exemple, a déclaré dans une interview dans les médias espagnols que la independencia de Catalunya por encima de mi cadáver. Ça veut dire la Catalogne ne sera indépendante que sur son cadavre. Et celle de beaucoup d'autres soldats, en rappelant que l'armée espagnole a solennellement juré de défendre le principe non négociable de l'unité de l'Espagne. Le colonel a insisté sur le fait que l'armée défendrait ce principe même au risque de nos vies. Une association de généraux à la retraite a rappelé que quiconque demanderait l'indépendance catalane devait être traduit en cour martiale. Mais c'est ce qui vient de se passer, puisque le président de la Généralité de Catalogne a indiqué avec le responsable du principal parti de gauche qu'ils allaient organiser un référendum sur l'indépendance. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les dirigeants européistes espagnols, qui sont à l'origine de tout ça, tous ceux qui ont dit depuis des années « mais c'est pas grave, mais qu'est-ce qu'il va chercher? Mais allez, c'est pas parce qu'on va donner des petits cours en Occitan que ça va changer les choses. Mais allez, ratifier la charte des langues régionales, ça n'a rien changé. » En réalité, les dirigeants européistes espagnols commencent eux-mêmes à paniquer devant la créature qu'ils ont enfantée sans comprendre ce qu'ils faisaient. Nos dirigeants, j'en ai bien connu en France, font carrière, refusent de dire non à chaque fois qu'il y a des pressions organisées dans les médias. Ils se croient plus habiles politiquement de toujours tout accepter, de toujours considérer que c'est la modernité, de refuser toujours tout raisonnement géopolitique, comme si de toute façon ils étaient eux-mêmes, comme si en fait les décisions qu'ils prenaient étaient finalement de peu d'importance. Alors, le vice-président espagnol du Parlement européen, M. Alejo Vidal Quadras, il est vice-président du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Vous savez que le Parlement se réunit de temps en temps à Strasbourg, de temps en temps à Bruxelles. Il a appelé à la télévision espagnole, lorsqu'il y a eu ces déclarations dont je parlais tout à l'heure sur le référendum, il a appelé le gouvernement de Madrid à envoyer la police paramilitaire et à reprendre en main la région autonome de la Catalogne pour l'empêcher de gagner son indépendance. Il a déclaré qu'il était temps de mettre, je le cite, de mettre un terme par tous les moyens nécessaires à l'indépendance de la région catalane. Le gouvernement espagnol a besoin de se mettre en contact avec le président de la Généralité de Catalogne, Artur Mas, c'est ça qu'il a dit, et lui dire que ce qu'il fait est contraire à la loi. Et s'il ne change pas d'avis, nous serons obligés d'intervenir. Le Sénat espagnol se réunira, dispose d'une voix, prendra alors le relais de la région autonome. Nous dissoudrons leur parlement. Le gouvernement catalan rentrera à la maison. La délégation du gouvernement espagnol en Catalogne prendra le relais. Le brigadier général sera en charge de la police catalane. On commence à plus rigoler du tout, C'est un bien gentillet vice-président au Parlement européen. Il commence à se rendre compte à quoi, par une espèce d'esprit d'abandon général de toutes les élites espagnoles, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe, en réalité, on donne naissance à des choses qui ont été conçues par d'autres, mais dont l'objectif est de détruire en l'espèce la nation espagnole, comme il y a aussi un objectif, on le verra, de détruire la France. Ça, cette dame qui prend cet air effaré, c'est la vice-premier ministre espagnole. Vous savez, on parle de M. Rajoy, qui est vous savez peut-être, c'est le premier ministre espagnol actuel qui a remplacé M. Zapatero. Il a une adjointe vice-premier ministre espagnol qui est une femme qui s'appelle Madame Soraya Sáenz de Santa María.
Là, c'est une saisie. À la télévision espagnole, on lui apprend en direct ce qu'ont décidé M. Artur Mas et M. Oriol Junqueras d'organiser un référendum. Et la vice-premier ministre, qui s'appelle Madame Santamaría, elle dit « Mais Santamaría, mais non !» Elle a déclaré aussitôt qu'un référendum sur l'indépendance serait inconstitutionnel et serait donc interrompu. Vous voyez dans le regard, dans l'effroi du regard de cette femme, quelqu'un qui se rend compte de ce à quoi elle a consenti, elle et tous les gens qui sont avec elle, en laissant progressivement, d'abandon en abandon, année après année, se développer quelque chose dont la logique est la destruction de son propre pays. Et là, d'un seul coup, elle dit « Mais non, mais c'était pas du tout ça qui était prévu !»